Féroce. Présenté par Clara et Clémence Fadj, tous les mois, nous rencontrons un invité littéraire pour une conversation à livre ouvert. Pour ce premier épisode, nous avons retrouvé Simon Chevrier, auteur de Photos sur demande, qui a eu le prix Goncourt du premier roman en 2025 et à qui nous avons demandé de choisir un livre qui l'a particulièrement touché. Au programme, on parle de son livre, bien sûr, et aussi d'Hilaria de Gabriela Zalapi. Bonjour Simon, merci à toi d'être notre invité pour ce premier épisode de Féroce Book Club. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton livre Photos sur demande ? Oui, bonjour, je suis Simon Chevrier. J'ai écrit Photos sur demande, qui est mon premier roman qui est sorti chez Stock en janvier 2025, qui a obtenu le Goncourt du premier roman en mai 2025. Et voilà. Tu nous en dis un peu plus sur Photos sur demande. Déjà, le titre, il interroge. Le titre de Photos sur demande, en fait, m'est surtout venu à la toute fin, avant de l'envoyer aux éditeurs, parce que à la base, il devait s'appeler Giton, donc ce qui est l'application de rencontre utilisée par le narrateur pour rencontrer ses clients lorsqu'il décide de s'adonner à la prostitution pour subvenir à ses besoins. Et en fait, Giton ne parlait pas beaucoup aux éditeurs à qui je l'envoyais. Même certains ne savaient pas ce que ça voulait dire. Donc, je me suis dit que si les éditeurs ne savent pas ce que Giton signifie, ça va être problématique pour le public, enfin voilà, pour les lecteurs de manière générale. Donc, après m'être un peu cassé la tête, j'ai juste relevé une phrase qui était au début du livre, où il y avait marqué juste Photos sur demande par rapport à l'annonce que le narrateur rédige pour l'application, enfin pour le site Giton. Et en fait, il s'avère que finalement, comment dire, qu'il soit un peu polysémique par rapport aussi à cette photo qui était en couverture du livre avant qu'il y ait le bandeau du Goncourt, de Peter Rugyard, où un modèle est représenté en train d'amener son orteil à la bouche, enfin voilà, qui se contorsionne avec sa jambe et qui ramène son orteil à la bouche. Donc il y a une enquête sur cette photo-là à travers du livre, et c'est même le fil rouge. Et qu'est-ce qui a motivé l'écriture du roman ? Qu'est-ce qui a motivé l'écriture du roman ? C'était plus ou moins durant le Covid, en fait, où à partir du moment où on était confiné, j'ai commencé à écrire sur ce que je traversais dans ma vie par rapport à mes projets de vie, au manque d'argent et au décès de mon père qui est survenu en avril 2020. Et donc j'ai commencé à écrire des notes comme un journal intime, en fait, comme un journal sur ce que je traversais. Tu écrivais auparavant ? Un tout petit peu. J'ai eu en fait j'avais écrit un premier livre, ou en tout cas un premier témoignage. Enfin, moi je le vois plutôt comme un témoignage maintenant par rapport à une activité de mannequin que j'ai eu à 19 ans. Pour moi, c'était vraiment un premier geste d'écriture, mais qui n'avait pas vocation à être montré à des éditeurs, quoi. C'était un peu je sais pas comment dire, mais un peu un essai. Ouais, c'était plutôt personnel, ouais. Puis, Dans une première partie, on aimerait te poser quelques questions sur ton roman Photos sur demande, qui est une œuvre d'autofiction dans laquelle on suit le quotidien d'un narrateur qu'on rencontre au moment où il abandonne ses études, il n'arrive pas à trouver de travail, il tombe très rapidement dans une situation de précarité financière intense. En parallèle, son père est très malade, il vit ses derniers jours, et le narrateur, pour faire face à cette situation de précarité, a recours à la prostitution. On suit avec lui ses rencontres, son quotidien, son deuil, mais aussi une enquête. Après que le narrateur se retrouve face à face avec une photo qui le frappe, une photo d'un jeune homme qui a son orteil dans sa bouche. Et le narrateur se met en tête qu'il faut absolument qu'il découvre l'identité du sujet dans cette photo. Dans un premier temps, c'est Clara qui voulait te poser une question et partager avec toi une réflexion sur Photos sur demande. Moi déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ta façon très simple, très pudique d'aborder des sujets quand même
particulièrement dur. C'est des petits paragraphes qui se suivent, il y a une linéarité comme ça, même si, même si c'est très introspectif, l'intrigue, elle nous prend quand même, on veut savoir qui est ce personnage sur la photo, qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce qui va arriver à la famille. Donc tu nous attrapes bien quand même, je trouve, avec une écriture très très simple. Moi, c'est ça qui m'a plu. Et dans cette simplicité aussi, il y a des suggestions, je crois. C'est l'identification du personnage du narrateur à ce jeune homme pris en photo. Parce que peut-être à cette période-là de sa vie, le narrateur s'objectivise lui-même et envoie des photos et en tout cas se détache un peu de son propre corps et se demande mais qui est cette personne en photo qui ne montre que son corps et dont je ne sais rien en fait. Puis le narrateur écrit à la terre entière, à Nan Goldin, il cherche comme ça des infos. Tu nous avais dit que c'était pour toi un élément central du livre, alors que quand même il arrive des choses justement au personnage hyper fortes par ailleurs et que ça pourrait sembler un peu secondaire finalement cette recherche. Pour toi, c'était pas le cas, c'était très important. Ben, c'est d'une certaine manière, c'est ce qui rythme un peu, comment dire, l'histoire du narrateur, c'est cette, comment dire, cette enquête sur laquelle il revient tout le temps et qui prend des proportions enfin, qui voilà, il prend vraiment le temps de rechercher qui était ce jeune homme et il finit par trouver plein d'informations au final et tant mieux, parce que voilà, ce qui était compliqué en fait pendant l'écriture, c'est que la première version de Photos sur demande n'avait pas l'enquête bouclée tout à fait. Euh, c'est une enquête qui s'est faite en direct writing, si je peux dire. Ça s'est fait. C'est en fait, et après j'en ai fait un montage avec l'histoire qui se passe en 2020, mais non, le modèle, je l'ai vraiment cherché finalement pendant que j'écrivais, même si j'avais rencontré la photo déjà à l'époque. La photo, je la connaissais, je m'étais déjà questionné sur elle, mais je n'avais pas entamé les démarches Détective. voilà, de détective sérieusement pour pouvoir mener à bien cette enquête. Et non, oui, moi c'était important pour moi parce que c'est moi ce qui m'a intéressé par rapport à lui, c'est son anonymat de départ, c'est-à-dire que sa photo est quand même assez connue, en tout cas dans le monde de l'art. Elle est exposée un peu partout en Europe et aux États-Unis. Et il y avait juste son nom, son prénom, un peu mal orthographié en légende de la photo. Et c'est vrai, quand on le recherchait sur Internet, il n'y avait absolument rien. En faisant juste des recherches simples, hein, parce que finalement, en faisant des recoupes de ce qu'on sait, de ce qu'on voilà, qu'on est sûr qu'il n'était pas ou de ce qui était, on arrive à trouver des choses, mais par rapport à des recherches simples, moi je ne trouvais vraiment rien. Et j'ai un passif d'enquêteur, c'était un de mes premiers boulots étudiants, donc du coup, J'attendais que tu nous le dises ça. je- Que tu avoues que tu as des techniques professionnelles en fait. Oui, qui sont assez limitées, mais quand même qui me permettent de faire, enfin, qui m'ont permis de pouvoir faire des liens enfin voilà, d'avoir une logique dans cette recherche, et ça m'a bien servi au final. Et voilà, je me suis dit aussi que je crois qu'il a un peu débloqué le truc, c'est que je m'étais dit bon, il aurait une soixantaine d'années aujourd'hui. Mhm. Euh, il aurait forcément Facebook, quoi, ou un truc, enfin voilà, ou pas forcément Facebook, mais il y aurait sûrement des choses, voilà, il serait pas devenu une personne. Donc l'idée qu'il soit décédé m'a traversé l'esprit assez rapidement. D'autant plus que c'était déjà le cas de plusieurs modèles de Peter Hujar qui étaient Mhm. décédés du sida comme lui. Et Peter Hujar qui est décédé lui-même en 87, du coup j'ai commencé à faire chercher voilà, à le rechercher par rapport à un possible décès. C'est là où j'ai retrouvé des choses plus importantes. Et je suis contente qu'il soit sorti, entre guillemets, de l'anonymat, au moins en France. Et tu vois, moi, c'est quelque chose que je trouve assez frappant. C'est justement cette question, en fait, si tu veux, le narrateur ça devient pour lui en fait une obsession de vouloir sauver l'homme dans cette photo de l'anonymat, donc il veut le sauver en fait finalement d'un effacement. Et on a, enfin, je trouve qu'il y a une projection en fait. Et après c'est mon interprétation, donc tu vois,
mon interprétation, mon ressenti, c'est qu'il y a cette projection d'un personnage qui est justement à un moment de sa vie où tout se découle un peu, ou peut-être que, tu vois, sur le point de vue de son identité, d'où il en est dans sa vie, tout est en train d'un peu... tout est en train de se découdre. Tu vois, j'aime bien cette image de quelque chose qui se découd. Une sorte d'effacement social. Oui, c'est ça. Oui, parce que la prostitution, c'est quelque chose qui se fait dans l'obscurité. Les clients, tu en parles souvent dans le livre, sont très discrets, très prudents. On s'assure que personne ne nous voit avant de rentrer dans l'immeuble. Et je trouve ça tellement intéressant, ce côté indirect, en fait, où on voit ce narrateur qui s'accroche à la recherche de Daniel Schuck à un moment où lui-même il est en train en fait de s'accrocher, ou peut-être que la tension dans ce roman pour moi c'est le narrateur il s'accroche ou il lâche. Oui, c'est ça, ouais. Et ça je trouve ça très beau parce que ton livre il est aussi très pudique, c'est-à-dire que il va nous partager des choses tellement précises. Par exemple, je trouve que c'est frappant la première page. Cru, hein. Parce qu'il y a quand même des passages crus. C'est ça qui. Il y a des passages crus, il y a des passages ultra zoomés, tu vois. Sur les chaussures, sur la première page, je possède aussi une paire de New Balance bleu, blanc, vert que je ne mets pas. C'est le N sur le côté qui est vert, la languette blanche et la tige bleue. Donc on a un partage de détails ultra zoomé, mais en même temps une pudeur de ce personnage qui finalement ne nous laisse pas entrer sur les sujets les plus importants, comme justement cet effacement, cette tension, cette difficulté. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que tu fais tellement bien et qui est très beau. Alors, on a une question sur Twitch. Alors, on va la prendre. Alors, c'est Lecteur en série qui nous demande « Est-ce que ça a été facile d'avoir les droits pour l'avoir en couverture ? Ça aurait été dommage de ne pas avoir l'autorisation. » Oui, non, ça a été assez simple, mais on les a eu au dernier moment, je crois. Ah ouais. C'est-à-dire d'avoir les contacts pour avoir les droits de la photo, oui. Mais c'est vrai qu'on était un peu en haleine, savoir s'ils allaient arriver à temps avant la sortie. Et c'est vrai que c'est beau du coup de l'avoir sur le livre. Elle sera en pleine couverture pour la traduction espagnole et la traduction allemande. Donc ça, grande fierté. Ça, bah ouais. Bah oui, parce que c'est vrai que ton livre, il a une belle... il est toujours en train d'avoir une belle vie, vu que... Comme tu viens de le dire, de le partager, il va sortir bientôt, c'est ça, je crois, en Espagne et en Allemagne. En mars, les deux, en Espagne en mars et en Allemagne en mars. Oui. Ouais, ah, trop bien. C'est beau pour ta recherche. Ouais. Tu vas être justement, tu vas faire connaître Daniel Schuck encore plus loin. Il y a aussi un sujet là, dont on n'a pas trop parlé jusqu'à présent, mais qui, pour moi, je l'ai trouvé réellement central. Et justement, on parlait de pudeur dans ta façon aussi de mettre au même niveau ta vie personnelle, enfin ta vie, je parle du narrateur, excuse-moi si je... la vie du narrateur, donc c'est sa vie sexuelle, sa vie sentimentale, sa vie familiale et ses recherches. Au milieu de tout ça, il y a quand même le décès du père, il y a quand même donc le deuil qui s'insère là-dedans et qui est, en tout cas d'un point de vue du style et du découpage du roman, qui est mis exactement au même niveau que le reste et qui, je trouve, moi personnellement, m'a fait l'effet, justement parce qu'il était mis au même niveau, il ressortait avec d'autant plus d'éclat. Et il y a ce passage que je lis vite fait, c'est très bref, mais je trouve ça très beau. Dans mon carnet, j'écris « Si le deuil était une couleur, ça serait le blanc. Un blanc de néon désagréable à la vue. Un blanc qui aveugle comme le soleil sur les trottoirs dépourvus d'ombre. Un blanc béant qui me traverse chaque fois que j'y pense, comme le corps du défunt dissous de toutes parts. J'ignore si ce blanc restera agressif toute ma vie, mais espère de tout cœur que son éclat puisse un jour s'adoucir. » C'est vrai que c'est tellement beau, j'ai adoré ce passage aussi. Magnifique. Ouais. Et on a encore la question de l'effacement, de la dissolution. Ouais. Je trouve ça très beau comme tous les différents fils du roman se répondent, mais d'une façon très, très subtile. C'est vraiment pas les gros sabots, jamais. C'est tellement, ça en fait une lecture vraiment, vraiment belle et engageante. Si. Ça me fait plaisir que tu lises ce passage parce que on me le sort souvent. This is the letter I knew I would get. It's payment for something I'll always regret.
Be careful, the paper's a little bit wet with teardrops for someone I'll never. On avait aussi un petit peu envie de revoir avec toi les quelques recommandations de lecture que tu nous avais faites quand on s'était vus au Havre, et sur lequel on a fait, à partir desquels on a fait un post Instagram. Et comme tout post Instagram, c'est très particulièrement synthétique, voire enfin voilà, on a juste quelques images et quelques titres. Bon, ça donne déjà un peu la couleur de tes lectures. Tu nous avais dit que tu étais un très grand lecteur, tu lisais énormément, et on avait envie de rentrer dans le détail un petit peu de quelques-unes des recommandations que tu nous as faites. Alors, si tu veux, on peut commencer avec Dustance, parce qu'on t'a posé une question quand même, une sacrée question, qui est « Quel est un livre qui t'a transformé ?» Et ta réponse, c'était « Dans ma chambre » de Guillaume Dustan. Donc, maintenant qu'on a le temps, qu'on a l'espace, qu'on a les moyens de parler un peu plus en détail, est-ce que tu peux nous expliquer ton choix? Pourquoi ce livre? C'est quoi la transformation que ce livre a causé chez toi? Pas que il m'a transformé parce que c'est un livre que j'ai ouvert sans m'attendre forcément à autant de radicalité au niveau de la langue. Quand je dis au niveau de la langue, c'est plutôt au niveau de ce qui est dit. Il faudrait presque le définir comme, enfin, c'est direct, ça va vite. Ça passe principalement que par des descriptions visuelles de ce que vit Guillaume Dustan en tant que narrateur dans son livre. Et ça parle tout simplement d'un homme, en fait, qui essaye de trouver sa juste place entre voilà, les relations entre hommes, enfin, voilà, par rapport aux relations entre hommes, et aussi à son désir en tout cas en ce qui concerne Dans ma chambre, son désir de faire lien, ou en tout cas parce que je crois qu'il y a quand même une rupture au début du livre, donc de trouver je sais pas on peut dire ça en français, mais un rebound, quelqu'un qui un homme pour rebondir, je pense. un homme pour rebondir, c'est ça. Un pansement, quoi. Un pansement, oui, c'est ça. Ça, c'est un peu le fil rouge du livre, c'est qu'il rencontre un autre homme après une rupture, et il essaie de se convaincre, en tout cas, que cette personne est faite pour lui, alors que finalement, attends, voilà, enfin. Ouais. Il évolue dans une illusion, quoi. Et ensuite, le livre que tu as le plus lu, c'était Rendez-vous de Christine Angot. Donc, non, Christine Angot, je crois que j'ai vraiment lu tous ses livres, du premier au dernier. Et Rendez-vous doit se situer à peu près un peu au milieu de sa bibliographie. Elle doit dû lire ça peut-être le 10e, je crois qu'elle l'a écrit en 2006. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce livre-là, c'est qu'il est assez gros. Je pense que c'est peut-être l'un de ses plus gros livres, où en fait, c'est un entremêlement de relations avec des hommes qu'elle rencontre, en tout cas que la narratrice rencontre. Et il y en a un particulièrement où en fait c'est un peu comment dire, je sais pas comment dire ça, mais pas la découverte d'un amour à sens unique, ce qui est pas tout à fait ça, mais un amour qui n'arrive pas à naître, à éclore, un amour empêché. Et j'ai trouvé qu'il y a un truc enfin, il y a quelque chose qu'elle tisse autour de cette question-là qui est vraiment bien faite, notamment par rapport à l'intériorité qu'on peut ressentir. Enfin, voilà, enfin, les dialogues aussi sont vraiment bien faits. On a envie de voir comment cette relation empêchée avance. Et voilà, pour moi, j'ai trouvé ça très beau. Il y a un film, c'est rigolo parce qu'il y a un film, je suis pas sûr que ce soit tout à fait tiré du livre, mais qui est très, je pense qu'il y a quand même un lien, qui s'appelle Un beau soleil intérieur avec Juliette Binoche. Et je crois qu'il y a des reprises un peu du livre Rendez-vous dedans. Et donc voilà, si aussi vous le découvrir par un autre biais, il y a ce film, il y a des allusions, des liens. Un dernier, après on te laisse tranquille. C'est Écarlate. Ouais, c'était Écarlate d'abord de Christine Pawlowska, qui est aussi un livre qui date plutôt des années 70 en fait. Il n'est pas tout. C'est republié récemment en fait par les éditions du Sous-sol à septembre 2025, et qu'en fait, ce qui est un peu ça pourrait ressembler un peu, c'est rigolo, je pense qu'au niveau de l'histoire, ça peut ressembler un peu à Bonjour Tristesse, il y a quelque chose dont on peut un peu, alors l'écriture n'est pas du tout pareille, mais quelque chose un peu à ce premier livre de François Sagan. C'est une narratrice très jeune
qui a un peu une crise d'ado. Enfin, je sais pas si c'est une crise d'ado existentielle, mais c'est un peu décrit comme tel en fait dans le livre. Et pareil, c'est une écriture un peu qui est très imagée, qui est à la fois entre lyrique et qui a un peu de lyrisme. C'est parfois lyrique et en même temps très simple dans la description des choses. Ça tarde sur rien. Et en même temps, ça dit tout. Et je trouve que c'était un livre très étonnant. Et oui, un petit chef-d'œuvre, clairement. Enfin, ça fait partie c'est vraiment une très belle surprise de réédition, quoi, de republication, ouais, complètement. On a une question sur YouTube de Thiago Barto. Alors, c'est une question réflexion. Donc, il partage une réflexion avec nous, c'est parfait parce que c'est l'Esprit Book Club. Alors, c'est un livre traversé par différents deuils, et en particulier par l'attente, aggravée par la situation pandémique dans laquelle il est raconté. Donc, je pense qu'on parle de photos sur demande. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la question de la pandémie et de comment ça joue avec ce moment si fragile que vit ton narrateur. Bah, je sais pas réellement ce que ça ajoute, mais en tout cas, je sais que je voulais écrire sur ce que j'avais pu vivre par rapport à la prostitution, par rapport au décès de mon père, qui finalement s'est passé durant la pandémie, un peu avant, un peu après, et pendant. Et il n'était pas question que je contourne en plus, voilà, je viens d'un moment de ma vie qui n'était pas chouette au niveau de mes études, au niveau mon état financier. Que mon père allait mourir, je le savais, et en plus, il y a la pandémie qui est arrivée au même moment. Donc, je trouvais que ça avait un concours de circonstances aussi qui était quand même un peu, il y a quelque chose qui était un peu irréel, en fait, d'avoir tous ces concours de circonstances qui arrivent au même moment, et puis après, voilà. Donc, ça me paraissait normal en tout cas de ne pas faire obstacle oui, Puis même, c'est traduit, c'est traduit à tous les niveaux, hein. C'est-à-dire qu'on sent quand même le flottement, la lenteur, l'ennui, Oui. personnage, et ça contribue certainement au temps qu'il consacre peut-être à la recherche du personnage sur la photo. Il y a un côté un peu aussi redevenir à la maison, revivre un peu comme un adolescent. Enfin, tout ça, c'est des situations que beaucoup de personnes ont vécues, en fait. Oui, c'est ça. Et en même temps, je pense que s'il n'y avait pas eu ce confinement de 3-4 mois, là, en parlant du premier, moi, serais revenu à l'enterrement de mon père et je serais parti, en fait, la ville, quoi. Donc, en fait, ça m'a obligé ça a obligé mon narrateur également, en fait, de se retrouver un peu dans un huis clos avec sa mère et sa sœur pendant tout un chapitre du livre. Du coup, moi, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode. Pour le côté book club, tu as choisi un roman de Gabriela Zalafi, Hilaria ou la conquête de la désobéissance. C'est un roman qui se passe dans les années 80 en France d'abord, puis en Italie. Enfin, d'ailleurs, je crois en Suisse, pardon, puis en Italie, qui est une tranche de vie de 2 années d'une petite fille de 8 ans, donc au début du roman, Hilaria. Oui, Hilaria, en effet, donc l'héroïne, qui vit avec sa mère et sa sœur. Les parents sont séparés. Et la première scène du roman, c'est-à-dire on commence vraiment avec l'élément transformateur de ce récit, c'est son père qui vient la chercher à la sortie de l'école et qui lui dit « Viens en voiture avec moi, les plans ont changé, mais ne t'inquiète pas, on va rejoindre maman et Anna, sa sœur, plus tard, il n'y a pas de problème, suis-moi ». Et à partir de là, en fait, commence une longue période qui s'étend et qui s'étend et qui s'étend, où elle ne va pas revoir sa mère, où son père va la prendre dans un road trip, en fait, à travers toute l'Italie. On peut parler d'enlèvement. Enfin, c'est une situation qui devient, du point de vue d'Hilaria, un enlèvement. Et vu que la narratrice est un enfant, on ne sait même pas si elle le formule jamais vraiment comme ça, mais en fait, pour elle, c'est un éloignement progressif du normal à une espèce de vie suspendue, seule avec son père sur la route, avec des rencontres qui passent et plus d'école. Et c'est rigolo parce qu'on parle encore d'isolement. Donc je trouve ça intéressant. Et c'est aussi une écriture assez simple et frappante et très proche, parce que c'est la première personne aussi. Et du coup, je veux pas trop m'étendre. Je vais te laisser la parole, Simon, si tu veux déjà nous expliquer ou partager avec nous
Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce roman? Pourquoi tu l'as choisi pour le book club? Alors, ça m'intimide un petit peu, parce que c'est quand même la première fois que je parle d'un livre de quelqu'un d'autre, on va dire en public, ou, ou virtuellement, on va dire comme ça. Non, non, en fait, je connaissais pas Gabriela Zalapi avant de lire Hilaria, et comment je suis, oui, si, en fait, si, je sais, c'est que j'avais lu en fait durant l'été 2024 l'autobiographie en couleur de Déborah Lévy qui est aussi publiée aux éditions du Sous-Sol et j'avais énormément aimé, j'avais trouvé ça super et en fait j'ai tombé sur une critique de Hilaria dans Télérama qui était peut-être une des premières critiques qu'elle a eues pour la sortie du livre où la journaliste faisait référence à Déborah Lévy ou aux autobiographies d'écrivaines et je l'ai lu en effet d'une traite, j'avais trouvé ça vraiment saisissant au niveau de l'écriture qui est vraiment pareil, très visuel, où c'est quand même plusieurs tableaux, voilà, où on est à la fois avec elle, dans la voiture avec le père, et en même temps on se retrouve après dans des chambres d'hôtel ou dans des appartements où ils sont tous les deux, où il y a vraiment sa perception à elle avec vraiment des, comment dire, Les yeux d'enfant. ouais, c'est ça, perception d'une enfant, les coups de fil incessants dans les cabines téléphoniques, ou Oui, les télégrammes. du chantage par rapport à sa vie sentimentale avec la mère de la narratrice. Et voilà, et moi, ce qui je trouve frappant aussi dans le livre, c'est qu'on passe vraiment parce que, même si c'est un enlèvement aussi, là, je pense que la narratrice le comprend très bien. En tout cas, au milieu du livre, elle commence à, voilà, plus le temps passe, plus ça devient bizarre. Et on trouve quand même des moments de joie d'enfant qui essaie de se raccrocher à ces moments difficiles. Là, il y a quand même des moments avec le père qui sont joyeux, agréables, et après, le tableau d'après, ça va être un moment désastreux. Et puis on repasse comme ça tout le temps, il y a un espèce de ping-pong émotionnel qui émane de cette histoire. Et ça, ouais, ça m'a tout de suite plu. Et j'ai lu aussi, du coup, après l'arrière, le premier, Antonia, un livre sur la mer, qu'on retrouve aussi un peu dans Hilaria. En effet, il y a une triptyque qui se crée au niveau des trois livres, et je pense en ça qu'on l'a comparé, la journaliste de Télérama a comparé à Déborah Lévy. Et oui, j'ai trouvé moi la brièveté en fait, c'est-à-dire que c'est un roman qui est quand même court et où finalement on a l'impression de vivre vraiment les 2 années avec elle, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui est, je crois qu'elle parle de 2 ans ou un an, je sais plus, mais en tout cas vraiment un temps long. 2 ans, ouais, c'est 2 ans. Et ce qui m'a frappé, moi, c'est la conscience du temps qui arrive progressivement, en fait, dans le ressenti de l'enfant. C'est-à-dire que de temps en temps, elle prend conscience des saisons, en fait. Elle se rend compte que subitement, c'est l'automne et que normalement, à l'automne, elle devrait déjà être rentrée en classe. Bon, là, elle n'est pas rentrée. Elle continue d'être sur les routes. C'est toutes ces choses très, très fines qui nous apportent la perception de l'enfant qui sont touchantes. Et je pense aussi... moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'intrigue. On veut arriver au bout du livre le plus vite possible, je trouve. Hein. On est aspiré quand même par cette histoire, par ces mots très, très simples. C'est aussi une écriture qui colle aussi avec la tienne. Là, vous avez quand même ce point commun d'être dans une économie de mots. Absolument. Et dans un rythme de petits paragraphes comme ça, qui en fait nous tient en haleine, quoi. Oui, et c'est d'autant plus rigolo, c'est que mon livre était déjà écrit, il est sorti 3 mois ou 4 mois après le sien, et qu'on se connaissait pas, je ne connaissais pas du tout. Oui, mais vraiment, vous avez cette connexion, en tout cas. De découvrir en tout cas qu'il y avait un lien au niveau de l'attention aux gestes et aux mouvements, parce que c'est beaucoup ça, hein, non, il y a peu de, il y en a un peu, mais même dans Photos sur Demande aussi, on est obligé de faire en sorte que les pensées surviennent telles qu'elles sont, mais ça passe d'abord en fait par le sensuel et l'état des choses, comment sont les choses, comment on peut les voir, et en fait, je pense que c'est une écrivaine qui arrive à faire voir et pas à faire ressentir. Premièrement, enfin, c'est d'abord par le visuel que l'émotion passe. Alors, j'aimerais lire 2 passages courts d'Hilaria pour accompagner notre échange et pour partager aussi avec les gens qui nous écoutent le concret de ce qu'on dit, cette écriture justement. Particulièrement, en fait, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais, Simon, un peu plus tôt tout à l'heure. Tu disais le ping-pong émotionnel qu'on ressent parce qu'on a cet enfant qui vit seul avec son père, qui est un homme
qu'on peut dire tout simplement alcoolique, et qui est aussi manipulateur, comme on l'a dit. Il envoie des messages à la mère. On voit l'évolution de la maturité de la narratrice et comment elle vit justement sa relation d'être manipulée émotionnellement, ou je sais pas exactement comment dire ça. On peut en discuter. Oui, c'est une prise de conscience progressive. Ouais. Et oui. Mais je trouve qu'il y a une grande finesse parce que c'est jamais noir ou blanc non plus, et ça en cela, c'est très réaliste. Et donc, du coup, je voudrais lire 2 passages, un plutôt au début du livre et un plus tard. Donc, au début, on a ce passage. Elle parle de son père. Il est nerveux, il est en colère, il va devenir méchant. Depuis quelques semaines, papa s'excite pour un rien. Il dit qu'il ne supporte pas l'hiver, qu'il ne supporte pas le manque de lumière. Des fois, sa colère est telle que je vois voler des boules de pétanque au-dessus de ma tête. Je frissonne, je me bouche les oreilles. L'autre jour, il m'a appelée comme maman, Antonia. Maintenant, avant d'ouvrir la bouche, je prends mon temps. Je commence ma phrase, l'observe, et si je vois le moindre signe d'irritation, je me tais. Réponds quand je te parle. J'hésite. Donc on a ça assez au début du roman. Et plus tard, et je vous rassure, il n'y a pas de spoilers parce que je ne vous ferai jamais ça, les gens qui nous écoutent qui n'ont pas lu le livre. Mais pour moi, c'est vraiment très fort le passage de ce passage du suivant à celui-ci. Donc plus tard, Hilaria, qu'est-ce qui m'empêche de haïr papa? La honte que j'ai vue dans son regard, le jour où, exaspéré par ses whisky, j'ai vidé sa bouteille de Ballantines dans le lavabo de la salle de bain. J'ai remplacé ce liquide jaunâtre par de l'eau. Après une longue gorgée bue au goulot, papa m'a regardé du coin de l'œil. Il a baissé les yeux, sans dire un mot. Et ça me fait penser, en fait, si vous voulez qu'on discute du sous-titre du livre, qui est quand même Hilaria, ou la conquête de la désobéissance. Et c'est quand même dans le contexte de cette relation. Je trouve que ça vaut la peine d'en parler. Je trouve que la désobéissance, en tout cas dans ce livre, arrive vraiment à pas de velours. En fait, elle essaye de retrouver contact avec sa vie d'avant. Ça peut passer un peu par là, quoi. Moi, j'ai un passage sur la désobéissance. Comme ça, on ne spoile pas, si tu veux. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un petit brin de lecture. En regardant le panneau d'affichage, je ne peux m'empêcher de penser que lui aussi se rebelle, qu'il désobéit. Désobéir. Ce mot tombe en moi comme un caillou. Il me traverse tout entière. Quelque chose s'effondre, me vivifie. Si je veux, je peux moi aussi inventer des mots comme ce panneau. Donc, elle s'émancipe doucement, ou en tout cas, elle essaie de s'émanciper par la désobéissance, en tout cas par des tentatives. On sait, voilà, est-elle y arriver ou pas, mais elle prend conscience qu'elle a cet espace de liberté qui est la tentative de désobéissance. Comme tu dis, c'est progressif et parce c'est une jeune enfant encore. C'est un très beau livre, en tout cas, Simon. Franchement, moi, j'ai adoré cette lecture. Je suis content d'avoir choisi ce livre pour en parler. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Féroce Book Club. Cet épisode a d'abord été diffusé en streaming, en live, sur Twitch et sur YouTube Live. Nous vous retrouverons dans un mois, en mars, pour le 2e épisode de Féroce Book Club. À bientôt!